2 ans de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende pour l'ancien ambassadeur du Zaïre en France qui avait tué 2 adolescents au volant de sa voiture. Sécheresse, les 2 tiers du pays touchés. 23 départements mettent en place des mesures de restriction d'utilisation de l'eau. Zaïre, messieurs Mobutu et Kabila vont enfin se rencontrer. Élection législative, le PS passe un accord électoral avec les communistes, invité Lionel Jospin. La majorité sortante présente-t-elle son programme? Madame, monsieur, bonsoir. Pour commencer, prenons un peu de hauteur. Pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, un Américain et un Russe sont sortis ensemble de la station spatiale Mir, dans laquelle ils effectuent un vol commun. Jean-Claude Alanic. Comme dans une valse lente, le ballet des 2 cosmonautes de Mir, ce matin dans l'espace, à 400 km au-dessus de nos têtes. Vassili Tsibliev est russe, Jerry Lininger est américain. Un symbole pour cette première sortie commune dans le vide sidéral. Cette fois-ci, aucune inquiétude pour la vieille station qui tourne depuis plus de 10 ans autour de la Terre, mais une moisson à engranger des dizaines de mini-débris de l'espace et de micro-météorites qui sont venus frapper les parois de la station. Ces débris, ramenés au sol en mai par la navette Atlantis, seront analysés par la NASA pour préparer d'autres voyages plus lointains vers d'autres planètes. Nous redescendons sur Terre avec cette information. Les 2 tiers de la France touchés par une sécheresse que notre pays n'avait pas connue depuis 50 ans, à cette période de l'année du moins. C'est la conclusion de la réunion du comité sécheresse convoquée ce matin par le ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Concrètement, c'est avec 2 mois d'avance, par exemple, que des lâchers d'eau ont eu lieu sur la Loire pour maintenir le débit du fleuve. Reportage Mathieu Huchet, Benoît Galeret. Les pluies du week-end n'auront pas changé la donne. Avec ses bancs de sable, la Loire a déjà des allures estivales. À Orléans, le plus long fleuve de France accuse un débit gravement déficitaire et il faut remonter 20 ans en arrière pour voir un étiage, c'est-à-dire une baisse des eaux aussi importante. Habituellement, au mois d'avril, cette échelle d'étiage est recouverte et aujourd'hui on lit moins 78 à cette échelle. Généralement, il faut attendre fin juin, début juillet pour arriver à une situation analogue. Avec 3 mois d'avance, les experts ont donc décidé d'ouvrir les barrages pour soutenir le niveau de la Loire. À Villeray, plus de 100 millions de mètres cubes sommeillent, prêts à venir alimenter le fleuve. Grâce à ces lâchers d'eau, mis en place depuis 1985, la Loire est aujourd'hui tirée d'affaire. On est mieux armé pour faire face à ce genre de situation. Maintenant, anticiper sur ce que sera l'été, c'est un petit peu tôt. Chacun sait que les prévisions météorologiques, c'est toujours à une échéance assez courte. Et maintenir un débit minimal est un enjeu économique. Eau potable, irrigation des cultures. Si la Loire est à sec, c'est tout l'ouest de la France qui a soif. Cette centrale nucléaire, installée le long de son cours, ne peut se passer d'elle pour refroidir ses réacteurs. Avec les réserves des barrages, il faudra donc gérer pour tenir tout l'été. Situation préoccupante, mais pas encore alarmante, répète Corinne Lepage, le ministre de l'Environnement. Il reste que les 2 tiers de la France sont donc touchés par la sécheresse, inégalement répartis d'ailleurs. Les zones les plus concernées étant situées au nord de la Loire. 16 départements avaient déjà pris des mesures de restriction d'utilisation de l'eau. 7 autres vont les rejoindre. Au total, 23 départements. Valérie Astruc. Un répit de courte durée. Les pluies de ces derniers jours n'auront fait que soulager les plantes en surface. La France souffre toujours de sécheresse, les 2 tiers du territoire manquent d'eau cruellement. Déjà 16 départements ont pris des mesures de restriction, 7 autres s'apprêtent à faire de même. Aujourd'hui, le comité sécheresse demande au préfet de réunir une cellule d'urgence dès que le manque d'eau atteint 50%. Leur mission, assurer l'approvisionnement en eau potable, préserver les cultures en interdisant tout arrosage superflu. Au mois d'avril, les précipitations auraient dû atteindre en moyenne 50 mm. La France n'en a reçu que 14. Ces 4 derniers mois sont les plus secs depuis 50 ans.
D'ores et déjà, les agriculteurs ont pris des mesures pour mieux gérer les réserves d'eau et assurer les plantations en cours. C'est le cas, vous allez le voir, en Dordogne. François Privat, Philippe Dumas, reportage. Paradoxe, il est tombé 15 mm de pluie ces derniers jours, et pourtant en Dordogne, on arrose les champs de maïs. Ici, certaines graines ont germé, d'autres non. Voici la terre sèche, nous l'avons ici, on change la couleur. Et là, le problème, les racines vont pénétrer dans la terre sèche et le pied de maïs va mourir. C'est pour ça que nous sommes obligés de suite de reprendre l'arrosage et d'arroser le champ. En concertation avec le conseiller agricole départemental, Francis Cadalin va tout faire pour minimiser les dégâts. Oui, bon, mais le mieux, c'est de mettre donc une dose limitée de l'ordre de 20 mm pour que justement l'ensemble des graines puissent gonfler et lever par la suite. En espérant que d'ici 15 jours, quand même, le climat nous aide. Oui, j'espère bien, oui. Michel Campagnou collabore avec les 10 000 agriculteurs de Dordogne. Actuellement, il est très vigilant sur le réglage du matériel d'irrigation et incite les exploitants agricoles à moderniser leurs installations. Une gestion de l'eau qui ne doit pas se faire au détriment des cultures. Ce champ d'orge, arrosé à plusieurs reprises, a pu être sauvé. Une orge pour laquelle on a commencé à irriguer, il faut continuer s'il ne repleut pas, parce que 15 mm, ça va sauver l'essentiel, mais c'est pas suffisant. Alors, par contre, dans les orges ou les autres céréales qui n'ont pas eu d'eau du tout depuis 2 mois et demi, je vais dire, le mal est fait, c'est complètement inutile aujourd'hui d'aller mettre de l'eau dessus. Devant les incertitudes climatiques, les cultivateurs sont avides d'informations. La messagerie téléphonique irrigation, mise en place par la Chambre d'agriculture de Dordogne, est actuellement saturée. Le village de Vingros, dans les Pyrénées-Orientales, mobilisé pour la défense de son environnement. Il y a maintenant plus de 6 mois que les villageois s'opposent à l'extension d'une carrière de carbonate de calcium. Cette nuit, vous le voyez, ce matin encore de très bonne heure, ils ont bloqué la route d'accès, interdisant le passage au bulldozer. Les viticulteurs craignent principalement pour la qualité de leur récolte. Pas de crainte de radioactivité dangereuse pour l'homme dans les Vosges. C'est la conclusion des organismes officiels qui avaient été consultés après la découverte dans cette région d'un sanglier porteur d'une dose anormale de radioactivité. On avait alors évoqué une conséquence lointaine des nuages de Tchernobyl qui étaient passés sur les Vosges il y a 11 ans. Après un dépistage systématique, donc, la conclusion est négative. José Blanc-Lapierre, Jérôme Soulard. La forêt vosgienne a-t-elle été contaminée gravement par le nuage de Tchernobyl ? La réponse est dans cet hélicoptère. Équipé d'un système de détection, l'écureuil a ratissé 35 km² au nord de Saint-Dié à la recherche de taches radioactives. En moyenne, c'est 3 fois plus que la radioactivité qui règne autour d'une centrale nucléaire qui a été mesurée. Selon les autorités, les doses restent faibles, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La radioactivité qui est retombée sur les Vosges, comme un peu partout sur la France, un peu plus sur les Vosges qu'ailleurs, a retombé à des niveaux considérablement plus forts sur la Suède, par exemple. Et une étude épidémiologique vient de se terminer qui a montré qu'il n'y avait aucune conséquence en termes d'induction de cancer, c'est ce que l'on redoute, pour ces populations qui ont été plus ou moins sévèrement exposées. Et pour rassurer tout à fait, les spécialistes ont également expliqué que pour être contaminé, il faudrait ingurgiter 40 kg de viande de sanglier en 1 an ou encore 100 grammes de champignons par semaine. Ça rassure, maintenant on sait où on en est, on a des données, on a des chiffres, c'est rassurant avec les normes prévues par les scientifiques. Bon, ben on sait que le danger est écarté. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'alarmer à ce point-là. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus pollués que nous. C'est la découverte récente d'un sanglier fortement contaminé qui a déclenché ces mesures dans la forêt vosgienne. Ce soir, les habitants des villages semblaient rassurés, 11 ans après la catastrophe de Tchernobyl. C'est le président de la République en personne qui a condamné aujourd'hui toute expérience de clonage humain. Déclaration faite à l'occasion de la remise d'un rapport du Comité national d'éthique sur ce sujet. Jacques Chirac a estimé que le clonage humain était à bannir de la planète et que la France allait d'ailleurs prendre des initiatives au niveau international dans ce sens. Au mois de novembre dernier, alors qu'il rendait visite au président Mobutu dans sa villa du Cap d'Antibes, la voiture de l'ambassadeur du Zaïre en France renversait et tuait 2 enfants dans la traversée de la ville de Menton. L'ambassadeur qui était au volant a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende. Les familles se sont déclarées scandalisées par ce jugement. Yasmina Farber, Didier Bourgo. Voilà,
Monique Bello, la mère de Ronald, craque après l'énoncé du jugement. Ramazani Baya, l'ex-ambassadeur du Zaïre, ne fera pas de prison ferme pour avoir fauché Ronald et Raphaël, 13 ans, sur un passage piéton de Menton. À l'audience, le procureur avait dit aux familles qu'elles seraient déçues. Il avait demandé 3 ans de prison avec sursis. Mais le tribunal a été plus clément, 2 ans avec sursis et 56 000 francs d'amende. Patrick Lenoir, le père de Raphaël, est désabusé. 2 ans avec sursis. Bon, les enfants, 2 enfants, eux, ils n'ont pas eu de sursis. Ils sont morts. Bon, j'irais, c'est regrettable, mais bon, la justice a quand même parlé. Bon, à l'origine, cet ex-ambassadeur j'aurais dû être jugé. Bon, j'irais, on a quand même fait un grand pas en avant, on l'a traîné quand même devant les tribunaux. L'ambassadeur du Zaïre a été jugé normalement, comme l'aurait été n'importe quel citoyen de ce pays. Il n'a bénéficié ni de traitement de faveur, ni d'un traitement aggravé. Il a été jugé comme, malheureusement pour les parents, sont jugés tous les gens dans ce type d'affaires. Ramazani Baya devra verser 700 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral aux proches des familles. Le comité de soutien qui a organisé les manifestations et les pétitions pour obtenir la levée de l'immunité diplomatique de l'ambassadeur ne désarme pas. Le président envisage de créer un comité de lutte pour sensibiliser l'opinion aux accidents de la route. L'affaire Elf, confiée au juge d'instruction Eva Joly, connaît un nouveau développement. Visiblement, les problèmes de financement occulte de la compagnie ne concernent pas seulement l'Afrique. L'enquête se dirige désormais vers l'Allemagne à propos d'une commission d'environ 44 millions de francs versés à l'occasion d'un projet de construction d'une raffinerie près de Leipzig. Michel Fille. C'est une immense raffinerie construite par Elf Aquitaine sur le territoire de l'ex-RDA. Le juge Eva Joly, chargé de l'affaire Elf, vient d'obtenir un supplément d'enquête sur ce nouveau volet du dossier. Un homme d'affaires intermédiaire dans le marché a reconnu avoir reçu d'Elf Aquitaine une commission occulte de 47 millions de francs sur un compte au Liechtenstein. L'intermédiaire n'a pas précisé à qui il avait reversé l'argent. Au parti chrétien-démocrate du chancelier Kohl, comme l'affirment certains, les enquêteurs sont formels, rien dans le dossier ne permet d'accréditer cette thèse. De son côté, le parti chrétien-démocrate dément formellement avoir reçu des financements d'Elf Aquitaine. Le tribunal administratif de Nice n'a pas jugé illégal l'arrêté pris l'année dernière par le maire, Jacques Perrat, interdisant la mendicité au centre-ville pendant la période estivale. Seuls 4 articles imprécis ont été annulés par le tribunal et le maire a donc décidé de reconduire pour cet été ce même arrêté. Le marché automobile français ne va pas très fort en ce début d'année. Les constructeurs redoublent d'imagination pour attirer le client, avec à la clé des primes, des ristournes, toutes sortes d'avantages. Il faut dire qu'après la baladurette, la jupette, les Français n'imaginent plus un seul instant acheter désormais une voiture au prix catalogue. Luc Bazizin, Landry-et-Faux. Quelle que soit la marque, la majorité des vitrines des concessionnaires laissent fleurir les primes et les rabais. Manifestement, les aides gouvernementales ont laissé des traces. Et ni le client ni le constructeur ne les ont oubliés. Le marché automobile se trouve en mauvaise santé. Les ventes ont régressé d'environ 25% depuis le début de l'année. Résultat, la ristourne devient inévitable. Aujourd'hui, quand un constructeur arrête de primer, de faire une remise ou une promotion sur un véhicule, le modèle ne se vend plus. Alors le client, eh bien, il attend la promotion et il faut reconnaître qu'il a quelque part raison, puisque de toute façon, cette promotion arrivera sur le modèle qu'il désire. Les arguments des primes gouvernementales sont aujourd'hui repris par les constructeurs. Certains ajoutent à cela leur promotion maison. Chez Ford, par exemple, le diesel est vendu au prix de l'essence et le break au prix de la berline. Le marché, depuis les primes qualité, a tourné au rabais. Maintenant, les clients sont habitués à cela et donc il faut faire face à leurs demandes, mais essayer de le faire d'une façon intelligente et qui mette en confiance. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous allez être obligé en permanence de faire des rabais ? Je ne sais pas si ce sera en permanence, mais enfin, tant que le marché le demandera, on sera là pour le faire et on le fera de la façon, je dirais, la plus transparente possible. Les discussions sur les prix des voitures sont loin d'être terminées. La guerre commerciale continue pour réveiller un marché somnolent. Souvent, le client, lui, choisit davantage le prix que le modèle. Perturbation dans le trafic aérien. Une partie des pilotes d'Air France Europe est toujours en grève, ainsi que les stewards et hôtesses d'Air Liberté. Mais ce qui gênera particulièrement le trafic demain, c'est la grève des contrôleurs aériens CGT et CFDT d'Orly Ouest et Sud. 40% des vols seront assurés.
Explosion suivie d'un violent incendie dans la banlieue d'Istanbul aujourd'hui en Turquie. Les flammes ont embrasé une usine de produits cosmétiques. Les 70 personnes présentes dans les locaux ont pu être évacuées à temps. Seulement 6 d'entre elles ont été intoxiquées. Zaïre, la rencontre entre le chef rebelle Laurent Désiré Kabila et le président Mobutu devrait enfin avoir lieu. L'accord est intervenu pour que cette entrevue se déroule sur un navire de la marine sud-africaine au large du Zaïre. Ce même jour, les rebelles annoncent qu'ils ont pris une nouvelle ville à 500 km de Kinshasa, la capitale. Mais le sujet qui reste le plus préoccupant, c'est le sort des milliers de réfugiés que l'on a vu ressortir de la forêt dans la région de Kisangani, tenue par les rebelles. Patricia Coste. On s'occupe enfin d'eux, ces enfants appelés non accompagnés qui viennent de sortir de la forêt zaïroise après une semaine d'errance et de panique. Un nouveau petit bracelet bleu pour ce voyage, peut-être le dernier. Après avoir traversé à pied près de la moitié du Zaïre, ces petits rescapés devraient être rapatriés maintenant vers leur pays, le Rwanda. Mais pour tous les autres, près de 10 000 déjà sur les 85 000 disparus qui affluent maintenant vers le camp, le rapatriement exigé par le chef rebelle Kabila dans les 2 mois risque d'être difficile. Des camions de l'ONU ont été bloqués aujourd'hui par les forces rebelles. Ils apportaient du ravitaillement et devaient ramener des réfugiés pour commencer au plus vite l'évacuation vers le Rwanda. Ils ont dû faire demi-tour. Devant la mauvaise volonté du chef rebelle, les Américains ont dû à nouveau taper du poing sur la table. Cela n'a aucun sens. Cela fait 3 semaines maintenant que Kabila et ses alliés ne veulent pas coopérer avec l'ONU. Les Nations Unies disent que des centaines de personnes meurent chaque jour. Et maintenant, M. Kabila arrive et pose un ultimatum pour l'évacuation de ces camps. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas acceptable. La diplomatie américaine s'est enfin engagée au Zaïre après 6 mois de guerre et d'atrocités. L'émissaire des États-Unis a rencontré aujourd'hui le maréchal Mobutu et l'a apparemment convaincu de rencontrer Laurent Désiré Kabila en échange de la formation d'un gouvernement de transition suivi d'élections. Bill Richardson devait ce soir tenter de rallier à ses propositions Laurent Désiré Kabila pour éviter la bataille de Kinshasa et réussir le rapatriement des réfugiés. Au Texas, 80 familles d'un petit village sont appelées par la police à ne pas sortir de chez eux. Une poignée de séparatistes texans fortement armés qui se réclament de la République du Texas se sont barricadés dans plusieurs bâtiments aux alentours. Ils ont complètement isolé la localité. Le FBI a bloqué les routes d'accès et il déclare avoir tout à craindre de cette bande armée. Washington, Philippe Gassot. La police du Texas a pris les choses très au sérieux. Des renforts ont été dépêchés sur place afin de pousser les séparatistes à abandonner leurs armes. Retranchés dans la montagne à l'ouest du Texas, près de la petite ville de Fort Davis, une dizaine d'irréductibles fortement armés ne veut rien entendre. C'est bien les armes à la main qu'ils veulent obtenir l'indépendance du Texas. Richard McLaren, le leader, s'est proclamé ambassadeur. Il prétend être largement suivi par la population. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens mécontents qui sont prêts à prendre les armes. Des images de partisans sont diffusées dans les médias, considérés souvent comme des rêveurs. Cette fois, les séparatistes ont franchi une étape en prenant 2 otages échangés contre la libération d'un partisan aux mains de la police. Pour ne prendre aucun risque supplémentaire, les forces de l'ordre ont fait évacuer les 120 personnes qui vivent dans la région afin que les balles perdues le soient vraiment pour tout le monde. Les négociations se poursuivent, les hommes retranchés ne veulent rien entendre, ce qu'ils souhaitent c'est l'indépendance, comme en 1836. Les forces de l'ordre, qui craignent que des partisans ne viennent d'un peu partout renforcer les insurgés, ont placé 75 policiers supplémentaires en alerte sur le terrain. À 48 heures des élections législatives en Grande-Bretagne, les terroristes de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, continuent de semer la pagaille autour de Londres. Ils multiplient les alertes à la bombe sur les autoroutes menant à la capitale, ce qui provoque d'immenses embouteillages. La campagne électorale se termine donc en Grande-Bretagne avec toujours, d'après les sondages, une large avance au Parti travailliste qui compte reprendre un certain nombre de bastions conservateurs. Exemple, Ashford, une ville qui a connu un boom économique spectaculaire puisqu'elle est située juste à la sortie du tunnel sous la Manche. Thierry Tulier, Pierre Moscovitch, reportage. On a besoin de votre vote, c'est très serré. C'est le moment de la campagne où chaque voix compte. Le candidat travailliste se méfie des sondages, et puis Ashford pour lui c'est un peu une citadelle imprenable, un bastion conservateur.
Fair play, il reconnaît d'ailleurs que les conservateurs ont fait du bon travail dans la région. Avant Eurostar, on ne peut pas trouver Ashford sur les cartes touristiques de Kent. À ce moment, on trouve Ashford sur les cartes mondiales. Eurostar, voilà la révolution. Ashford est le premier arrêt après le tunnel sous la Manche. D'un coup, l'île est devenue la banlieue d'Ashford. Les hommes d'affaires ont vite compris leur intérêt attiré par la politique du gouvernement conservateur. Olivier Cadic a délocalisé ici 20% des activités de son entreprise installée à Paris. Dans le secteur de l'électronique en France, on licencie. Ici, il a embauché 2 personnes. Les avantages sont essentiellement fiscaux. Charges patronales 10% contre 48% en France. Impôt sur le bénéfice 23% ici par rapport à 36,3% en France. Taxes professionnelles assises sur la surface louée et non pas les salaires et les investissements. Un discours de chef d'entreprise qui a tout pour plaire aux conservateurs. À chacun de ces meetings, le député sortant ne se prive pas de rappeler que ce sont Margaret Thatcher et John Major qui ont réduit les charges des entreprises et relancé l'emploi. Les travaillistes veulent introduire un salaire minimum, plus de réglementation, par conséquent rendre l'économie britannique plus proche des économies européennes qui souffrent beaucoup plus du chômage. Ashford vote pour les conservateurs depuis toujours. C'est pourtant sans appréhension particulière que la ville se prépare à une éventuelle victoire des travaillistes dans le pays. Tony Blair a remporté son premier pari. Son parti ne fait plus peur, y compris aux hommes d'affaires. En France, la campagne pour les élections législatives également. La majorité sortante, RPR-UDF, présentait aujourd'hui son programme. Au passage, le Premier ministre en a profité pour dire qu'il attendait de bons chiffres sur le chômage au mois de mars. Jeff Wittenberg, France Vaillant. Bonjour. Un programme électoral, c'est un peu comme une collection de haute couture. Il y a les fondamentaux, les règles qui ne varient pas, et puis il y a les tendances, celles qui font la mode. Celle de 97, si la majorité est reconduite bien sûr, marquera une certaine inflexion de la politique du gouvernement, mais pas une révolution. Premier axe de réforme, la fiscalité. Ça n'est pas en dépensant plus qu'on règle nos problèmes. Dépenser plus, c'est se condamner à plus d'impôts. Or, l'impôt tue aujourd'hui l'emploi en France. Voilà la direction, elle est claire. Nouvelle réduction des charges sociales sur les bas salaires, baisse également programmée de l'impôt sur le revenu, création d'un chèque emploi pour les plus petites entreprises incitées à embaucher. Notre adversaire n'est en aucune manière l'État. Bien au contraire. C'est un État dispersé, encombrant, plus que puissant, que nous voulons remettre à sa juste place en lui donnant de vrais moyens. Renforcement de la décentralisation, objectif l'emploi là encore, un gouvernement resserré, pas plus de 15 grands ministères, un nombre de mandats restreint, 2 maximum par élu. Il faut maintenant nous intéresser plus précisément à l'école de la deuxième chance, c'est-à-dire à la formation professionnelle, à la formation continue, à la lutte contre l'illettrisme. Développement de l'apprentissage, accent mis sur l'orientation, aujourd'hui parent pauvre de l'éducation, à plus long terme, un statut à part entière pour les étudiants. D'autres initiatives ont été promises, l'une notamment sur le temps de travail, Alain Juppé n'en a pas dit davantage. Enfin, la plateforme RPR-UDF propose d'étendre le prêt à taux zéro aux logements anciens. Les experts des 2 formations ont dû travailler vite, il a fallu boucler l'ensemble des mesures le week-end dernier pour être prêt. Quant à la philosophie générale du programme, personne ne se risque à la qualifier. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec les mots, savoir si c'est une autre politique, une nouvelle politique, savoir si c'est du libéralisme ou pas. C'est une politique qui, me semble-t-il, est de nature à permettre de réussir le nouvel élan qu'a proposé Jacques Chirac. La majorité a désormais son bréviaire, elle sait que le plus dur commence, il faut aller prêcher la bonne parole. Dans la majorité encore, Philippe Séguin n'était pas encore entré en campagne. On sait qu'il a quelques divergences de vues avec la politique menée jusqu'à présent par Alain Juppé. Et pour sa première réunion publique ce soir à Mantes, il a choisi d'aborder le problème qui lui semble crucial, le chômage. Roland Sicard, Jacques Grégor. Philippe Séguin s'est fait attendre, mais cette fois, ça y est, il est entré dans la mêlée. C'est que le président de l'Assemblée nationale dissoute pouvait se demander quel rôle il allait jouer, puisque le patron de la majorité, c'est Alain Juppé. Alors, Philippe Séguin a voulu préciser sa position et d'abord ses priorités. Le chômage est au cœur de tout. Et si l'on veut sauver ce qui peut l'être, il faut en faire l'enjeu, le grand enjeu de toute politique. Allez parler de cohésion sociale, quand vous ne vous attaqueriez pas aux causes mêmes de la fracture. Priorité à l'emploi, rappel de la fracture sociale, autant d'observations faites au gouvernement, mais l'adversaire prioritaire, c'est le Parti socialiste et d'abord
sur le traité de Maastricht. Je suis prêt à beaucoup pardonner. Mais ce que je ne puis accepter, c'est l'aplomb de ceux qui mènent aujourd'hui la campagne socialiste. Je dis bien l'aplomb pour éviter de nouvelles formules inutilement blessantes. Oui, leur aplomb. Quand ils prennent des airs effarouchés avec ce traité, dont ils découvrent, nous disent-ils, les dangers et les insuffisances. Mais ce traité, qui l'a voulu, qui l'a négocié, qui l'a accepté, sinon les socialistes? Qui, sinon les socialistes, a tout bradé? En tout cas, Philippe Séguin ne devrait pas rester inactif. 4 ou 5 autres réunions publiques sont inscrites à son programme, des réunions où il devrait continuer à défendre la lutte contre la fracture sociale et le combat contre le chômage. Autant dire qu'il fera campagne à sa manière sur ses propres thèmes pour montrer qu'à droite, une alternative existe. Philippe de Villiers présentait aujourd'hui, lui, ses candidats en Ile-de-France, de son mouvement pour la France. Philippe de Villiers entend défendre la nation, dit-il, la liberté et l'honnêteté, précisant que ses candidats n'avaient pas de casserole. Hostile à l'Europe de Maastricht, Philippe de Villiers a présenté le premier tour de l'élection législative comme un référendum sur l'euro. Communistes et socialistes se sont retrouvés aujourd'hui pour signer un document commun qui ne doit pas être présenté comme un programme de gouvernement, mais comme un accord électoral. Guylaine Chenu, Françoise David. Une journée pour l'image. Dans ses moindres détails, le scénario était écrit à l'avance. Il est 15h10. Robert Hue quitte le siège du Parti communiste. Conversation légère avec ses lieutenants. Faites en sorte que nous soyons tous les deux à gauche sur la pour la participation. L'enjeu pour lui aujourd'hui, c'est de faire profiter son parti de la dynamique socialiste. Il est 15h55, la délégation socialiste arrive juste quelques minutes avant les leaders, c'est le protocole. 16h, entrée en scène de Lionel Jospin. Aujourd'hui, il veut gagner ses galons de rassembleur de la gauche. Rien n'est laissé au hasard, ils sont 11 de chaque côté de la table. Face à face, les hommes de la négociation, Jean-Christophe Cambadélis et Daniel Vaillant pour le Parti socialiste, Jean-Claude Guessot et Pierre Bletin pour le Parti communiste. Ils travaillent ensemble depuis 5 mois, pressés par la dissolution. Ils ont bouclé l'accord dimanche. Relance de la consommation, 700 000 emplois pour les jeunes, une loi cadre pour les 35 heures, une réforme fiscale, l'arrêt des privatisations, l'abrogation des lois Pasqua et pour finir une position minimale sur le sujet qui fâche. Lionel Jospin et Robert Hue disent non à l'Europe libérale. Nous ne voulons pas dissimuler nos différences. Chacun se présente devant le suffrage universel avec son identité et son programme. Nous considérons de notre responsabilité de tout faire pour que les forces de gauche, de progrès et les écologistes ouvrent ensemble une autre perspective. La cause est entendue, ni programme commun, ni accord de gouvernement, seulement le constat de quelques points communs. La participation de ministres communistes à un gouvernement de gauche n'est pas à l'ordre du jour. La question se posera peut-être au lendemain du second tour. Et en compagnie d'Arlette Chabot, je reçois ce soir donc Monsieur Lionel Jospin. Monsieur Jospin, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors vous allez nous dire effectivement, vous, comment il faut définir cet accord. Ça n'est ni un programme de gouvernement. Est-ce que c'est un simple accord électoral? Donnez-nous la définition exacte de ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, c'est un accord dans les élections, dans la campagne législative, et c'est surtout un moment d'un mouvement de rassemblement auquel je consacre beaucoup de soins, et d'un rassemblement pluraliste, parce que au-delà des communistes et des socialistes, vous le savez, il y a des accords avec les Verts, avec les radicaux socialistes, il y a un processus aussi d'accord engagé avec le mouvement des citoyens. Donc tous ceux qui sont des candidats du changement dans cette campagne, après avoir débattu, dégagent des positions communes. C'est un accord sur un minimum de choses? On dit que c'est un faux programme commun ou un programme commun au rabais. Non, je pense que ça n'a pas de rapport et qu'il ne faut pas chercher des formules. Vous voyez, je pense qu'il vaut mieux que des formations différentes assument leurs différences, en débattent devant les Français, et puis disent voilà, sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord. Mais nous avons des points d'accord sur cela, et au fond, fassent un mouvement d'unité pour éventuellement gouverner si les Français en décidaient ainsi, plutôt que d'avoir un affichage d'une unité de façade, comme le fait, je crois, la droite aujourd'hui, et constater que M. Madeleine, M. Pasqua ou M. Séguin, que nous entendions à l'instant, ont en réalité des points de vue tout à fait différents. Parce que je crois qu'une des questions centrales aujourd'hui en France, c'est la crédibilité de ce qui est dit, de ce qui est annoncé par les responsables politiques. Et pour restaurer cette crédibilité, je crois qu'il faut être beaucoup plus près de l'esprit de vérité
que l'on l'est parfois dans le monde politique. Et c'est la démarche qui me guide personnellement. Donc c'est chacun chez soi jusqu'au premier tour, et après, vous voyez ce que vous faites, c'est ça, si je comprends bien? Lorsqu'on s'engage sur la perspective de la diminution des 35 heures, lorsqu'on dit qu'on arrête le programme de privatisation, lorsqu'on veut donner une priorité à l'éducation, à la recherche, lorsque on affirme les valeurs d'égalité et qu'on propose des mesures très précises dans ce sens, quand on affirme ensemble l'indépendance de la justice. Je crois que ce sont des grands principes très clairs. Et il y a sur les problèmes européens, ou plus exactement sur la question de la monnaie unique, des différences sur lesquelles je peux très bien m'expliquer si vous m'interrogez sur ce point. On va y venir, mais avant cela, donc, s'il y avait par exemple des ministres communistes dans un éventuel gouvernement que vous dirigeriez, ça veut dire qu'ils se seraient rangés à votre opinion. C'est le Parti socialiste qui est leader. Pour le moment, je ne suis pas en cause. Il n'y a pas à aborder des questions de responsabilité de ce type. Posons simplement l'hypothèse d'un gouvernement issu d'une majorité nouvelle le 1er juin. Le problème de la présence éventuelle de communistes, comme d'autres personnalités de gauche ou appartenant au Verts, au mouvement des écologistes, n'est pas un problème de principe. Ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, en France, ça n'en posait pas tellement hier, ni avec le général de Gaulle, ni avec François Mitterrand, mais encore plus aujourd'hui. Ce qui est en cause, et je l'ai rappelé à mes partenaires, je le rappellerai à d'autres, pour nous en tout cas, c'est la question de la cohésion, de la cohérence gouvernementale. Dans un gouvernement, lorsqu'on prétend diriger la France, on ne le fait sur des questions importantes, l'Europe comme d'autres, que sur une seule orientation. Et c'est ça qui serait le critère, et non pas la question de principe de savoir si telle ou telle force démocratique, dans une démocratie, aurait le droit d'être représentée au gouvernement de la France. Donc, comme l'ont dit vos adversaires jusqu'ici, on va parler de l'Europe, vous n'avez pas honte des communistes? Mais la question ne s'est jamais posée de cette façon pour moi, et je trouve insultant la façon dont un certain nombre d'adversaires politiques abordent cette formation et les hommes qui aujourd'hui l'animent, y compris un homme comme Robert Hue. Alors tout à l'heure, vous avez entendu Philippe Séguin dire, après tout, ce sont les socialistes qui ont signé, en tout cas François Mitterrand, les accords de Maastricht, les conditions dans lesquelles on devait y aller. Alors, à partir de ça, d'abord, que lui répondez-vous? Et deuxièmement, quelle est votre position exacte par rapport à Maastricht aujourd'hui? Est-ce que vous renégociez? Est-ce que vous reformatez? Est-ce que vous recolmatez? Soyons clairs pour une fois. Comment pour une fois? Je me suis jusqu'ici sur ces questions, pour ce qui me concerne, exprimé très clairement, Monsieur Bilalian, et je vais donc le faire pour la deuxième fois. Je ne comprends pas bien la cohérence de Philippe Séguin. D'abord, j'ai noté une phrase qui est le bout du reportage, mais il dit à Maastricht, on a tout bradé. Alors je voudrais être clair ici. Si M. Séguin pense que Maastricht a consisté à tout brader, ce serait son honneur de responsable politique que d'y dire non, et que de ne pas approuver un gouvernement qui voudrait appliquer Maastricht. Premier point. Le langage de vérité dont je parlais tout à l'heure. Deuxième point. Le traité de Maastricht. Il a été signé, pour ce qui me concerne, je suis en cohérence, car à ce moment-là, si vous vous en souvenez, j'avais dit un oui mais à Maastricht. Oui à un projet qui permettait à l'Europe d'aller plus loin, une réticence sur le choix de certaines dispositions. Mais je voudrais être aujourd'hui, et non pas hier. Le traité de Maastricht ne dit pas du tout que l'Italie ne doit pas être dans la monnaie unique, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, et c'est ça qu'on prépare. Le traité de Maastricht, et moi je dis l'Italie doit être dans la monnaie unique. Je ne veux pas qu'une monnaie unique, que nous renoncions éventuellement à notre monnaie pour former un bloc franc-marque avec quelques autres pays. Je veux que les pays du Sud soient d'entrée de jeu dans la monnaie unique. Deuxième point, le traité de Maastricht ne dit pas qu'il ne faut pas un gouvernement économique, c'est-à-dire un conseil des ministres traitant des grandes orientations économiques, face à la Banque centrale. Au contraire, c'est même prévu dans le traité, à condition que les gouvernements le veuillent. Le gouvernement de la France, si nous étions aux responsabilités, le voudrait. Troisièmement, dernière exemple. L'euro, la date prévue et les critères. Oui, c'est très important ce que je dis parce qu'on est au cœur du débat, d'un des débats de cette campagne législative, pour savoir si on veut faire la monnaie unique sans condition ou si, c'est mon approche, on veut faire la monnaie unique sur la base d'une conditionnalité qui assurera en plus son succès. Troisième exemple. Le traité de Maastricht ne dit pas qu'il faut un pacte de stabilité renforcé sur le plan budgétaire, et je dirais même, pour répondre à M. Séguin, que le pacte de stabilité accepté par le gouvernement d'aujourd'hui au sommet de Dublin sur la pression des Allemands est contraire au traité de Maastricht. Ça, c'est un ajout au traité de Maastricht
Moi, je dis il ne faut pas un pacte de stabilité renforcé, il ne faut pas juguler la croissance en France et en Europe qui est déjà trop faible, il faut au contraire un pacte de solidarité et de croissance. Tout ça est compatible avec les critères, c'est une conception de l'Europe et de la monnaie unique qu'il faut affirmer. Pour être très clair, tout à fait clair, si vous êtes Premier ministre, si vous arrivez au pouvoir... Non, si vous êtes... Non, je ne dis pas ça, c'est pas un vrai personnel. Si vous gagnez les élections, est-ce que, oui ou non, la gauche au pouvoir fera la monnaie unique en temps prévu, c'est-à-dire effectivement au début de l'année prochaine, et en respectant les critères, oui ou non? C'est ce que les gens veulent savoir. L'euro, oui, quand et avec les critères, simplement. Mais vous ne pouvez pas formuler les problèmes aussi simplement lorsque vous savez, par exemple, que des autorités importantes en Allemagne disent qu'ils ne sont pas sûrs que l'Allemagne respectera le critère des 3% pour le budget. Quand vous entendez les mêmes responsables dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'elle pourra respecter le critère des 60% pour la dette, et que donc on devrait tenir compte du coût de l'endettement de l'unité allemande, du coût de l'unité allemande en matière d'endettement pour adopter les critères. Ça veut dire que partout, y compris en Allemagne, le débat est ouvert sur la nature de ces critères. Ces critères existent, il n'est pas question de les remettre en cause. Le problème est de savoir comment on les apprécie, et on sait tous que le traité prévoit qu'on peut les apprécier en tendance. Ce qu'il faut, c'est un mouvement de convergence des monnaies qui ne tue pas l'économie, parce que la machine économique française est en panne et que la machine européenne tourne au ralenti par rapport à nos grands concurrents. C'est un respect des critères pour aussi aider à retrouver un peu de croissance et plus d'emplois en Europe. Alors, on a été clair là-dessus. Revenons à la campagne électorale. Le programme de M. Juppé, dans un premier temps, vous l'avez jugé très libéral. On a vu que M. Juppé a fait quelques appréciations différentes dimanche dernier. Est-ce que vous le trouvez toujours aussi libéral? Il parle de réduction du temps de travail, tout au moins des heures supplémentaires. Il y a eu un virage de sa part. On a du mal à saisir Alain Juppé actuellement. Dans la plateforme RPR-UDF qui vient de sortir, je ne crois pas que le thème, et peut-être même que le terme, diminution du temps de travail soit prononcé. Pas plus d'ailleurs que le mot croissance ou que le mot service public. Donc ce qui me préoccupe dans cette plateforme, c'est que sur ces 6 pages, ça représente 6 pages, le bilan de la majorité, ou de l'ex-majorité, est résumé en 5 mots. Une demi-ligne. Normalement, une élection quand même au bout de 4 ans, même si on a essayé de gagner un an pour sauter un peu la phase du bilan et pouvoir se remettre en position de promesse, ça devrait, pour une majorité sortante, se jouer sur la défense de son bilan. 5 mots, c'est quand même extrêmement frappant. Alors, c'est le projet aussi, quand on fait une campagne, on n'est pas forcément sur le bilan, c'est aussi le projet. Enfin, quand même, sinon à quoi servent les élections? À quoi servent d'élire des responsables s'ils ne sont pas responsables au moment où viennent les nouvelles élections? S'ils étaient assurés, plutôt fiers de leur politique, je pense qu'ils s'appuieraient dessus. Mais en réalité, nous sommes face à un échec en termes d'emploi, un échec en termes de prélèvements fiscaux qui ont augmenté de façon considérable. Et ça, c'est un deuxième problème de la plateforme, à mon sens, et qui me ramène à cette question de la crédibilité qui est en cause, on dit un peu dans cette campagne, scepticisme des Français. On lisait ça dans un journal aujourd'hui. Lorsque la plateforme propose d'accroître la place des femmes dans la vie publique, et que le nombre des candidats de femmes représente 8% pour le RPR-UDF, c'est pas crédible. Si nous le disons, comme c'est 30% de candidates, c'est crédible. Lorsque la plateforme propose d'accorder une importance à l'école, mais qu'on sait que dans le budget de cette année, on a supprimé 5000 postes, c'est pas crédible. Lorsque la plateforme propose, et c'est même un axe essentiel, j'ai compris, du gouvernement, de baisser les impôts, mais qu'on sait d'une part que les impôts et les prélèvements ont été augmentés de 200 milliards ces dernières années. Ça ne semble pas crédible. C'est pas crédible. Alors, et les Français d'ailleurs ne croient pas que ce soit crédible. Rapidement, Monsieur Jospin. L'immigration, on en parlait beaucoup avant la campagne. Là, c'est un thème qui n'arrive pas. Il y a eu une déclaration tout de même de M. Debré, hier, le ministre de l'Intérieur, disant qu'il était assez fier de sa politique de retour au pays des clandestins. Bon, si M. Debré, d'après ce que j'ai entendu, s'était contenté de dire ça, j'aurais pas d'observation à faire. Enfin, moi, j'ai vu à la télévision hier soir, tard, rentrer chez moi après une réunion publique à Tours, j'ai entendu M. Debré raconter une histoire sur si des gens viennent chez vous, vous les invitez, qu'ils ouvrent votre frigidaire, qu'ils prennent dedans. Je voudrais le dire très clairement, parce que je l'ai ressenti comme tel. Ça avait une tonalité lepéniste qui m'a choqué.
Les lois de Bray, les lois de Bray, les lois Pasqua, vous les revoyez complètement si vous gagnez l'élection? Oui, nous les revoyons. Nous les revoyons, mais de toute façon... Vous les remplacez pas? Mais il y aura à ajuster une autre législation. Mais ce que je voudrais surtout faire comprendre aux Françaises et aux Français, c'est que le problème de l'immigration n'est pas d'abord une question de législation, c'est une question d'une part de régulation des flux, c'est d'autre part une question d'intégration de ceux qui sont en situation régulière. Et il faudrait arrêter d'agiter des épouvantails pour traiter effectivement de façon humaine, mais en même temps humaine, c'est-à-dire respectueuse de la personne, mais en même temps réaliste, sans nier les problèmes de l'immigration. J'aimerais qu'on parle moins de lois et plus d'actes et de faits. En une phrase, oui, vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'on soit maintenant clair. C'est vrai que le début de la campagne, visiblement, pour les Français ne l'a pas été. Sondage Le Monde Sofres, 38% des Français sont indifférents ou sceptiques à propos de la campagne. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que vous dites les uns les autres. Ça vous inquiète? Ça me renforce dans ma conviction de faire émerger deux choses dans cette campagne législative. La première, c'est faire surgir un certain nombre de grandes questions que la campagne et l'élection doivent servir à poser, à débattre, puis à trancher pour 5 ans et franchir l'an 2000. Est-ce qu'il faut ou non changer la politique économique actuelle? Je pense que oui, il faut l'infléchir vers plus de croissance et plus d'emplois. Est-ce qu'il faut rester dans une vision d'aller à la monnaie unique sans condition? Je dis non, il faut poser des conditions positives et nous aurons d'ailleurs le temps de renégocier avec nos partenaires. Est-ce que l'État doit abandonner ses fonctions? Je dis non, je veux moins d'État RPR, mais je veux pas moins de services publics. Est-ce que les Français peuvent se rassembler autour de perspectives, de valeurs qui leur soient communes, ou est-ce qu'on doit s'abandonner au cours de la mondialisation? Restons-nous encore un véritable espace où s'exprime une volonté nationale? Il faut donc poser ces grandes questions, quelques-unes, je n'ai pas le temps de le faire, je sens que vous me conduisez vers la fin de mon intervention et c'est normal. Et en même temps, il faut partir alors des préoccupations concrètes dans la vie quotidienne des Français. L'emploi, l'avenir pour les jeunes, l'éducation, la sécurité, les problèmes de santé, les problèmes de logement, et il faut faire en sorte que ces grandes questions posées à la France et que ces multiples problèmes intenses auxquels les Français sont confrontés se rejoignent dans la campagne, prennent un sens et permettent des choix. Voilà, moi c'est à ça que je vais consacrer les prochaines semaines, moi et les 577 candidats, parce que les élections législatives, ce n'est pas d'abord des débats entre leaders, même si nous devons remplir notre rôle, c'est aussi des hommes et des femmes qu'on choisira dans des circonscriptions de France. Monsieur Jospin, je vous remercie. C'est un phénomène qui gagne et qui inquiète les médecins. De nombreux jeunes, trop jeunes, des enfants se préoccupent déjà de leur poids et de leur ligne. La petite fille entend sa mère parler de régime, le petit garçon aussi. Et autant dire tout de suite que pour la croissance, un régime minceur n'est pas recommandé. Il peut même avoir de sérieuses conséquences sur la formation d'un adolescent. Ajoutez à cela que les couturiers ont choisi récemment de faire défiler des modèles dont l'état de santé était proche de l'anorexie. Reportage Valérie Fourniou, Bernard Puissesseau. Aériennes, frêles, effilées, les déesses de nos magazines. Des gamines souvent de 15-16 ans, qui fascinent par leur taille et leur silhouette, celles qui n'en ont que 8 ou 10 et qui veulent plaire dans la cour de récré. Ma cousine, elle se trouve très très grosse, elle fait 25 kilos, elle a 10 ans, donc elle se trouve très grosse alors qu'elle est maigre, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Moi je trouve que c'est bête. Je trouve que c'est bête de dire de faire ça parce qu'on est comme on est. Difficile pourtant de résister à ces images, même à 8 ou 13 ans, elles suivent de plus en plus un régime. Pour mettre des belles tenues, pour être bien, et pour mettre les trucs qui me vont à la mode, quoi. C'est que les magazines pour adolescentes affichent des mannequins enfants et vantent les mérites d'un régime miracle pour leur ressembler. Certaines jeunes filles refusent même de s'alimenter et les pédiatres enregistrent de plus en plus de cas d'anorexie dès l'âge de 8 ans. Il y a une augmentation du nombre d'anorexie mentale chez les jeunes filles parce qu'on présente des modèles culturels décharnés, parce que leurs mamans aussi sont suractives, sont pleines de soucis, n'ont pas une vie de femme suffisamment attractive et finalement elles jouent les garçons manqués. Mais comme avec la mode, tout va vite, les maigres sont aujourd'hui obsolètes. Has-been, un comble. La mode des filles ultra maigres n'existe plus. Nous, dans nos mannequins, on a des grandes, des petites, des moyennes, des rondes, des gros seins, des petits seins. Donc c'est fini.
Mais que dans les cours de récré, les fillettes se rassurent. Et vous, vous aimez les filles plutôt maigres ou plutôt grosses? Maigres. Pourquoi? Elles sont plus belles. Deux journalistes de France 2 récompensés, Martine Alain Regnault, François de Closet, pour leur émission Savoir Plus Santé. Ils ont reçu le prix Escoffier Lambiotte pour la qualité de leur travail d'information du grand public dans le domaine de la santé et de la médecine. Le nom du photographe Henri Cartier-Bresson est connu de tous. C'est un homme plutôt discret qui ne fait parler de lui qu'à travers ses clichés. On ignorait donc qu'il était un disciple du Dalai Lama, dont il suit actuellement les enseignements près de Chambéry en France, où se trouve le leader des bouddhistes tibétains. Il y a retrouvé un autre photographe moins connu, celui-là, Mathieu Ricard, moine bouddhiste français qui a la particularité d'être entre autres le fils du journaliste et philosophe Jean-François Revel. Olivier Lerner, Bernard Ronflet, reportage. Bon pied, bon œil, Henri Cartier-Bresson. Depuis 4 jours, il est là, près de Chambéry, noyé dans la foule qui ne regarde que le Dalai Lama. C'est son ami le moine Mathieu Ricard qui traduit. L'œil du photographe, lui, traduit aussi, mais pour un aveugle. Le moine est photographe. Le photographe est devenu bouddhiste. Le maître en photographie découvre les œuvres du maître en religion. Nous avons un point commun, toi et moi, avec des millions de personnes qui ont un appareil photo. Oui, c'est vrai. Regarde tous les visages. Et tout est en place. Il a le sens de la forme. Regarde. Ça. La photo, c'est le silence. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de commentaires. Tout est dit. Le silence, la lumière, le mystère de la vie, le regard de Cartier-Bresson, c'est presque une philosophie. Sa façon extraordinaire de saisir l'instant humain dans ce qui l'entoure, c'est toujours extraordinaire, toujours un être dans un coin qui donne toute sa vie. Thème de l'exposition, c'est le Tibet, la répression chinoise, le Dalai Lama, l'exil, les persécutions. Un cadre vide rappelle qu'au Tibet, il est interdit sous peine de torture et de prison d'encadrer la photo du Dalai Lama. Terrible. Terrible, parce qu'on voit tous les gens morts, tous les gens torturés. Ça, c'est le support, l'image qui est là. Et le fond du problème, c'est là. Et le bouddhisme, c'est contre la violence, contre l'intolérance. C'est la vie spirituelle. Mais non, Le spirituel, Cartier-Bresson l'a traqué toute sa vie en photographiant des gens simples, avec humilité. Comme les vrais modestes, lui, le maître, il déteste être photographié. Voilà, ce journal est terminé. Juste le temps de vous dire bonsoir et de vous donner rendez-vous à demain, 20 h.